La présidentielle approche à grands pas au Cameroun et les différents candidats s'activent pour pouvoir allier le maximum de votants. Si pour le candidat du parti au pouvoir, tout semble être réuni pour une éventuelle victoire du 7 octobre 2018. Que nous réserve donc la présidentielle 2018 au Cameroun? Qui de ces candidats pourra convaincre les Camerounais au vif? Monsieur Jean-Blaise Gouet, alors puisqu'on parle de ces présidentielles, avant peut-être de s'atteler précisément sur le cas de la coalition, il y a cet électorat qu'on doit convaincre, il y a ce problème qui fait surface, entre autres le problème du vote dans les casernes. Est-ce que comme ça, en quelques mots déjà, avant d'évoluer, est-ce que ça vous cause problème, monsieur Gouet? Je vais peut-être, avant de répondre à votre question, Oui. Puisque c'est ma première fois d'être ici à Afrique Média, oui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, oui. Il faudrait peut-être que je puisse me présenter. Allez-y, monsieur. Voilà, alors je suis Jean-Blaise Gouet. Pour ceux qui ont connu Gold Star, LG à l'époque et Lucky Gouet, les ascensions du Mont Cameroun, les Coupes du Cameroun, Dynamo, Canon, Combo Striker, j'ai été celui-là. Les lampes solaires Aïda, pour ceux qui les connaissent aussi, je suis celui-là effectivement qui, avec Lucky Gouet, a éclairé, a introduit au Cameroun le concept de lampe solaire Aïda. Voilà. Donc maintenant, pour revenir à votre question, à la base, je suis un homme d'affaires, oui, d'abord. Tout à fait, oui. Et aujourd'hui, je me dis que pour un homme d'affaires comme moi, qui a donné à la nation, qui a donné à notre peuple, aussi bien dans le social que dans l'économie, les affaires, qui connaît le Cameroun aussi bien profond, parce que j'ai été chez les Pygmées, leur offrir des lampes solaires. Je suis sur le terrain depuis au moins 5 ans. Le parti politique que je dirige, le MPCC, est un parti qui a été créé en 2009. Je fus candidat à l'élection présidentielle de 2011. Je me suis retiré parce que je n'étais pas prêt. D'accord. Voilà, donc à partir depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, je suis sur le terrain. Oui. Donc avec des caravanes, des actions dans les villages, ainsi de suite. Et aujourd'hui, si je suis là, candidat, c'est parce que quelque part également, je suis prêt. Voilà. Mais vous savez, la politique, c'est également un jeu de football. Hein. Vous perdez aujourd'hui, demain, vous allez gagner. Il y a des gens, j'ai beaucoup de respect pour ces aînés, là, le président Paul Biya, effectivement, le président Damdioya, le président SDF Fondi, qui aujourd'hui a montré encore à notre peuple son courage. Voilà, donc nous autres, nous sommes là, nous venons en politique, parce qu'on vient apporter une nouvelle touche à cette scène politique qui hier a été grippée. Les Camerounais n'ont pas aimé la politique, c'est pas parce que la politique ne plaisait pas, mais parce que la manière dont elle a été faite jusqu'ici, c'est elle, en fait, qui n'a pas passionné les Camerounais. Et donc, j'ai été le premier à déclarer ma candidature à l'élection présidentielle en 2017, je pense que c'était au mois de mars 2017. Et depuis que j'ai déposé cette candidature, il y a eu tout de suite tous ces jeunes-là, que je félicite d'ailleurs aujourd'hui, qui se sont tous levés en masse, parce que au départ, une élection présidentielle au Cameroun, c'était la veille. Les hommes politiques se levaient à la veille seulement. Mais aujourd'hui, on a vu qu'au-delà des résultats de demain, tous ces jeunes-là qui se sont levés en fait pour non seulement animer la scène politique et y participer, j'ai beaucoup d'admiration pour eux tous. Voilà, et ça, en fait, c'est également notre rôle à nous, de venir, d'animer, d'apporter une touche nouvelle et l'innovation dans cette scène politique aujourd'hui, pour dire au peuple que la politique, en fait, c'est pas l'homme politique. La politique, c'est pas moi. La politique, c'est le peuple. Et lorsqu'on se lève pour aller en politique, on voudrait en fait se battre pour apporter à ce peuple-là un mieux vivre, avec les ressources que nous avons, ou les richesses que nous avons, par rapport à comment on peut les dépenser demain. Parce qu'en fait, voyez-vous, le Cameroun est un pays extrêmement riche, très riche, parce qu'on a du pétrole, on a du gaz, on a le diamant, on a de l'or, on a tout ça. Et toutes ces richesses, en fait, appartiennent à chaque Camerounais quand on les somme. Et chaque Camerounais, l'homme politique comme moi, vient en fait pour dire, je veux venir en politique pour se battre, parce que la politique au Cameroun, on ne sait pas comment notre pétrole est géré, on ne sait pas où vont les recettes et comment elles sont reparties. Donc moi, je voudrais venir aujourd'hui en politique, recentrer
toutes les recettes de l'État, faire déjà un point, une audit, mettre toutes ces recettes d'État vers les caisses de l'État et redistribuer à tous les Camerounais, sous forme certainement, d'assurance maladie, parce qu'on peut effectivement, si on a notre pétrole, qu'on peut ici au Cameroun raffiner et vendre, mettre l'argent dans les caisses de l'État, on pourra effectivement non seulement mettre la scolarité gratuite pour certains élèves, les militaires qui vont aujourd'hui au front, beaucoup ne rentrent pas, ne reviennent pas. Hier, on a eu, le Cameroun était un havre de paix. Alors, depuis un temps, on a Boko Haram au nord, on a la crise anglophone qui est là, on a un malaise social qui est profond. Et aujourd'hui, il faut en fait apporter des solutions à tous ces problèmes-là. Donc, si nous autres nous levons, c'est également venir voir pourquoi nos enfants sont fâchés. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi on s'entretue? Et ces militaires-là qui, effectivement, vont au front, qui meurent, beaucoup reviennent. Qu'est-ce qu'ils ont? Une médaille à titre posthume. Moi, j'ai dit non. Il faudra que ces gars, ces jeunes, un militaire, un policier, un gendarme, qu'on leur donne une assurance vie. Quand ils vont au front, ils sont tombés là-bas au front, il faudrait que madame qui est restée à la maison avec certainement des enfants, 2 ou 3, on ne sait pas. Très souvent, ces enfants deviennent les enfants de la rue et madame également, si elle n'a ni parents, elle est obligée de se déverser également dans la rue. Donc, il faudrait à ces militaires leur donner non seulement une assurance vie, mais à beaucoup de Camerounais. Il y a des Camerounais qui vont dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas un cachet. Ils sont obligés de mourir. On a vu des cas au Cameroun. Donc, au-delà de ça, je pense qu'il faudra, si on pouvait rediriger les caisses, l'argent de nos avoirs vers les caisses de l'État. Parce qu'en fait, vous voyez, quand vous êtes 10, nous sommes ici, là, 7, on va rajouter d'autres personnes. Nous allons être 10. On va décider de mettre en place une tontine. Cette tontine, on mettra chacun 1 million, ça va faire 10 millions de francs. Et cette tontine, nous allons vendre cette tontine, les revenus, à la fin, nous allons les repartir entre nous 10. C'est également ça, les avoirs du Cameroun. Ces avoirs-là appartiennent à chaque Camerounais. Donc, il faudrait en principe, ici, leur redonner leurs droits, sous forme, non seulement, on a besoin d'eau, on a besoin d'électricité, on a besoin d'un logement, on a besoin de s'habiller, on a besoin de manger. Et on vit en politique pour ça. Maintenant, pour soutien. Alors, s'il faut répondre à votre question, et c'est laquelle, je vous la repose encore. Concernant les casernes, le vote dans les casernes, est-ce que cela vous cause un problème? Moi, ça ne me pose aucun problème. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, le Cameroun est un État de droit. Le militaire, le gendarme, le policier est quelqu'un qui fait son travail au quotidien et qui doit être prêt à intervenir à tout moment. Et celui-ci, on ne peut en aucun cas le laisser aller se balader, alors qu'il doit être prêt à intervenir en cas de problème. Il est comme un sapeur-pompier qui doit en principe être là à son poste de travail 24 heures sur 24, attendre et assurer la sécurité de tous les concitoyens. Voilà, donc moi, je me dis, enlever ce militaire, ce policier à son poste de travail, ça peut poser un problème. S'il y a un coup d'État, s'il y a des problèmes, comment ça va se résoudre? Merci. Voilà. Merci beaucoup, M. Jean Blaise Gouet, déjà pour ce premier jet. On reviendra vers vous, bien sûr, dans la suite de ce programme. Donc, nous ne pouvons plus être ceux-là qui préconisent la défaite, qui anticipons sur la défaite. Et nous trouvons les arguments pour justifier la défaite. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de dire aux citoyens camerounais, le vote ne sera pas crédible, ne te lève même pas. Parce que nous ne voyons pas la conséquence directe de ce que nous sommes en train de faire. Au lieu d'amener le citoyen camerounais à comprendre que si, à ce jour, le parti au pouvoir sort le jour des élections avec de l'argent pour acheter les consciences, c'est parce qu'il ne croit pas en sa victoire. Si, à ce jour, le parti au pouvoir utilise des mécanismes
pour rester, pour continuer à conserver le pouvoir, c'est parce qu'il ne croit pas en sa victoire par les urnes. Lorsqu'on parle des urnes, on parle du vote individuel, du vote des personnes, du vote, pas des organisations. Mais c'est chaque Camerounais qui sera face à son destin. Parce que ce que nous vivons dans nos foyers, ce que nous vivons dans nos maisons, ce que nous vivons dans ce pays, c'est chaque Camerounais qui est face à cette réalité. Et chaque Camerounais doit pouvoir décider. Venir, qu'on vienne sur vos plateaux et sur bien d'autres, dénoncer, n'est-ce pas, le manque de coalition qui répond à quelque chose de précis. Il est d'abord idéologique. Et puis après, on parle des fonds de projets, c'est-à-dire des points de convergence sur des projets. Venir ici démontrer, n'est-ce pas, la capacité du parti au pouvoir à rassembler certains partis autour de lui, il ne s'agit pas de ça pour nous aujourd'hui. Nous sommes à la veille des élections. On attend encore la publication des listes, du moins en dehors des listes des candidats, on attend la publication des bureaux de vote. Mais voyez-vous, il y a déjà un discours qui va au-devant en disant à la population, 1 million de voix seront pour le parti au pouvoir. Mais comment nous réussissons nous-mêmes à attirer et à accepter la défaite avant les élections? Et puis on va aller plus loin. Oui. Il y a les hommes de médias et les médias aussi, qui ont décidé comme ça de présenter certaines personnes comme les leaders en tout. Oui. On a décidé même de fabriquer certains. Et on décide d'attribuer même déjà une défaite à l'opposition. Ici, qui est-ce qu'on appelle l'opposition? C'est la population camerounaise ou c'est les regroupements de certaines formations politiques? Parce qu'ici, on parle d'une élection présidentielle. Tout à fait, oui. Qui répond à quelque chose de précis, un vote individuel. Lorsqu'on dit l'échec de l'opposition, on parle de toute la population camerounaise qui va échouer. Parce qu'après, cette nation nous appartient à tous. Nous devons la construire. Et dans la victoire. Merci beaucoup, Serge Espoir Matomba. Merci. Direction Yaoundé avec vous, Monsieur Lipote. Alors, vous avez suivi Monsieur Espoir Matomba qui dénonce donc justement cette posture de l'opposition qui semble accepter sa défaite. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, Monsieur Lipote, qui constitue donc la faiblesse de cette opposition? Moi, j'ai très bien compris Monsieur Matomba. Il a raison. Mais contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas l'opposition qui dénonce. C'est le pessimisme ambiant distillé par les gens du régime. Au contraire, M. Matomba est très lucide, moi je crois. Et d'ailleurs, je crois que... rassurez-vous, M. Matomba, vous avez un allié, nous sommes des alliés. Et rassurez-vous, non, c'est qu'on va gagner. Nous allons gagner et ensemble. Voyez-vous, chaque leader, la voix de Lipote compte une seule voix. La voix de Biya compte une seule voix. Mais la voix de la tricherie, jamais. Et bien entendu, ne nous leurrons pas. Nous avons juste dénoncé avec véhémence le fait que dans les casernes, les gens vont aller voter. Gabriel, tu peux arrêter un peu. Quiconque voudra aller voter, s'il vous plaît, quiconque voudra aller voter, s'expose lui-même à la justice. Parce que nous, au MRC, quiconque voudra aller voter sera combattu par les lois de ce pays. Je veux dire, aller tricher. Non. Donc, pas de vote dans les casernes. Et nous disons aux militaires et aux civils qui sont appelés à voter dans les casernes, n'y allez pas. Refus d'obtempérer à ces ordres, qui sont des ordres criminels, antipatriotiques. Et c'est de ça qu'il est question. Et rassurez-vous, nous savons déjà là où ils placent leurs pions. Et rassurez-vous, nous savons aussi ce qu'il y a lieu de faire. Nous ne dévoilons pas tout ici. On va lire ces deux messages. Augustin Billet depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir l'Afrique. Sachez que comme l'a déjà dit un panéliste, l'opposition a eu des années pour régler ses soucis électoraux. Alors ne venez plus parler de mal-organisation ou fraude après les élections. Car nous ici en Côte d'Ivoire, on voit déjà votre jeu. Mais sachez, vous opposants radicaux à la sorte de l'impérialisme, que quand quelqu'un nage, c'est juste son ventre, on ne voit pas. Sinon, tout son dos est dehors. Voilà. Lali Olivier également depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Dans plusieurs pays en Europe, les États-Unis et les militaires votent dans leur caserne. Pourquoi veut-on faire l'exception au Cameroun? C'est une interrogation. Alors avant d'aller au standard, vous voulez acheter quelque chose? Oui, oui, vous allez ajouter. Je veux d'abord continuer avec vous. Vous êtes encore là avec monsieur
Monsieur Jean-Blaise Gouette, justement, pour rapidement parler de cette coalition qui est proposée. Vous avez tantôt à peu près relevé cela à l'entame de vos propos. Alors aujourd'hui, concrètement, est-ce que Monsieur Jean-Blaise Gouette est prêt à coaliser avec d'autres partis d'opposition? Alors, je vais vous dire le fond de ma pensée. Oui. Je suis un homme politique, Oui. certainement un homme politique d'un genre nouveau. Et je me demande s'il n'est pas important Oui. que je laisse la politique pour continuer mes affaires. Parce qu'en fait, la politique en Afrique, les gens, il faut dire tout sauf la vérité. Tout sauf la vérité. Et moi, je viens en politique pour effectivement dire aux Camerounais le fond de ma pensée, ce que je pense, leur dire la vérité. Voilà. Une élection présidentielle, ce n'est pas un jeu. Oui. Il faut au moins des milliards de francs. Il faut faire le tour du Cameroun. Il faut aller de ville en ville. Il faut aller de village en village. Il faut avoir des équipes. Il faut financer ces équipes. Il faut la communication. Il faut tellement de choses. Gagner une élection présidentielle au Cameroun, ce n'est pas chose facile et simple. Je sais forcément que l'opposition, aujourd'hui, on a quelques partis politiques qui peuvent, en se coalisant, avoir ces moyens-là. Nous, je prends mon exemple. Le MPCC est un parti qui a des militants sur l'étendue du territoire. Et ces militants sont en majorité des jeunes. Des jeunes parce qu'on a choisi être le porte-parole des sans-voix, de ceux-là. Des jeunes qui, en fait, des jeunes, des sans-emploi, des gens qui sont, en fait, la minorité vulnérable. Oui. Et nous sommes proches de ceux-là. On leur apporte des solutions. Et lorsqu'on fait le tour, on voit bien que ces militants, contrairement aux autres, on a vu à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, un petit peu partout, en un clic, les militants de certains pouvoirs, du parti politique au pouvoir, Oui. ont cotisé tout de suite, à la limite, si on somme, tout ce qu'ils ont cotisé, c'est des centaines de millions de francs, voire des milliards de francs. Nous autres, lorsqu'on appelle un militant, des militants cotisés, à la limite, plusieurs n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de moyens, parce que faut-il encore qu'ils puissent avoir de quoi acheter du pain le matin. Donc c'est pas facile en politique, hein. Et donc nous autres, moi j'ai dépensé, je continue à le faire, des centaines de millions de francs, parce que ça coûte cher la politique. Voilà. Alors au-delà de tout, le panéliste disait tout à l'heure, vous savez, quand on voit, on lit, on va dans les réseaux sociaux, on voit comment cette opposition s'entrebouffe, c'est difficile, c'est compliqué. Bon, quant à moi, je salue le courage de mon jeune frère qui est là, et puis d'autres d'ailleurs qui sont aussi en politique. Et aujourd'hui, il faut voir la vérité en face, ne pas se cacher cette vérité. C'est bien de prendre la machine aujourd'hui, d'être dans la machine pour préparer les lendemains. Ouais. Aujourd'hui, ce qui est certain, moi j'étais sûr de gagner l'élection présidentielle si le président Biya ne se présentait pas. Parce que j'avais sollicité sa bénédiction. Okay. Voilà. Donc aujourd'hui, gagner une élection présidentielle au Cameroun, il faudrait en fait être tenu par le président Biya aujourd'hui. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Le Cameroun, comme plusieurs pays dans le monde, ont reçu leurs indépendances sur les bases coloniales que nous connaissons tous. Et ces bases-là, on leur avait donné l'administration, le sous-sol, le pétrole, le gaz, ainsi de suite, sont restés dans les mains du colon. Alors, le Cameroun a eu son indépendance avec le président Amadou Ahidjo. Ensuite, il a cédé le pouvoir au président Biya, qui est resté certainement, je ne sais pas si les accords ont été renégociés ou pas. Mais toujours est-il dit que dans plusieurs pays, le Pakistan, l'Inde et puis bien d'autres pays, c'était les mêmes conditions. Ce n'était pas que le Cameroun, encore moins l'Afrique centrale. Donc d'autres pays comme l'Inde sont sortis de là par la guerre. Nous,
on est là, on continue à y rester, je crois. Mais toujours est-il dit que nous avons vu, il y a encore quelques jours, le président Biya a reçu l'invitation du président, de l'ambassadeur de France, qui l'invitait tout de suite au mois de novembre à Paris. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'en fait, ces conditions-là, dans le temps, qui sont là, le président Biya, l'élection présidentielle ne se limite pas seulement. Il y a des dessous qu'on ne connaît pas du tout et qu'il faut savoir. Et ces dessous, en fait, tant que ces dessous ne sont pas négociés avec une nouvelle personne, ça va être difficile. Tant que le président Biya ne tient pas quelqu'un en main aujourd'hui dans cette élection-là, tout au moins en 2018, là, ça va être difficile à une quelconque opposition de gagner cette élection parce que nous savons bien que nous avons des ressources, telles que je le disais tout à l'heure, des ressources naturelles qui sont gérées d'une manière ou d'une autre depuis longtemps. Et ça, c'est des préalables d'abord à quelqu'un d'autre d'avoir le pouvoir, d'aller les négocier et de pouvoir en fait avoir... donc, pour moi, au-delà de tout, vous savez, le RDPC est un parti qui est implanté. Il le disait tout à l'heure, beaucoup de nos confrères, ils ont, certains ont des voitures CN, d'autres ont... toute l'administration est en fait une administration, je dirais, du pouvoir et du système. Aujourd'hui, peut-être qu'à l'intérieur, certains, quelques-uns, peuvent être du côté de l'opposition, mais ils sont combien? Alors, lorsqu'on fait le tour, le système en place est implanté partout sur l'étendue du territoire. Nous autres, il faut y aller, il faut le faire, il faut des moyens. Certainement que certains partis politiques de l'opposition, le SDF est un parti pour qui je tire forcément le chapeau parce que c'est le second parti. Et je pense que ce parti, quels que soient les cas, sera second toujours. Bon, alors, dire demain, moi, que je peux gagner à cette élection présidentielle, c'est un rêve. C'est un rêve. Et donc, pourquoi vous vous présentez avant, M. Jean? Je suis candidat, c'est vrai. Vous savez, la première fois, j'ai été candidat. J'ai retiré ma candidature tout de suite avant cette élection parce que je n'étais pas prêt. Cette fois-ci, je suis candidat. Je suis allé jusqu'à... J'ai franchi une autre étape. Hein. Voilà. Et cette étape que j'ai franchie, je suis un stratège, je suis un comptable, un gestionnaire. Donc, je fais quand même des calculs. Hein. Je vois, et donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que depuis que le président Paul Biya a déclaré sa candidature à sa propre succession, pour moi, on doit aller à cette élection parce qu'il faut y aller, mais je pense que les résultats pour moi sont connus aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Merci les spectateurs qui sont déjà en attente, mais je vais quand même permettre à monsieur Sambaka de dire un petit mot avant d'aller du côté du Standard. Voilà, moi je dis toujours des petits mots. Hein. Je pense pas que je vais m'étendre longtemps, mais je pense que quand j'ai commencé la première fois, je vous ai dit, le syndrome qui s'est passé à Yaoundé, si un homme politique ne tient pas compte de cela, il n'est pas un homme politique. Il faut que ce soit clair. Et il faut qu'on tienne compte de nos faiblesses. Parce que M. Gouet, qui vient de partir, a dit un certain nombre de choses. Je suis convaincu qu'il s'est frotté à un certain nombre de choses qui lui ont permis de le dire. Donc, nous n'avons jamais été contre que les partis politiques de l'opposition se consolident. Ils doivent se consolider. Mais ils doivent se consolider en tenant compte de où on sort. Notre passé dans l'opposition, c'est quoi? Si vous minimisez l'opposition d'hier, en pensant que cette opposition, vous allez marcher sur les cendres pour émerger, vous avez fait une erreur. Ça, Madame Maniela, j'ai une question que je me pose et que j'aimerais poser à notre jeune frère qui est candidat à la présidence de la République 2018. Je voudrais savoir comment est-ce qu'il va faire, parce que j'ai l'impression que depuis qu'il parle,
C'est comme s'il sait déjà qu'il va gagner. J'aimerais savoir, moi je suis un jeune Camerounais, hein. Moi je ne m'intéresse pas à la politique, je vais voter, mais je vais savoir comment il va faire pour venir prendre mon vote et mettre dans les urnes, mettre son parti politique, jusqu'à mettre dans les urnes. Et j'aimerais savoir comment est-ce qu'il va faire pour gagner. Et je voudrais aussi parler aussi à toujours notre frère qui est du côté de Yaoundé, notre frère du MLC. J'ai l'impression qu'ils sont là pour nous amuser. Ils nous amusent. Or, nous sommes en train de réfléchir de l'avenir du Cameroun dans le sens propre. Le Cameroun, ce n'est pas, il y a quelqu'un qui l'a dit là au plateau, ce n'est pas une histoire des partis politiques. C'est une histoire des Camerounais. Et c'est nous, le peuple, qui allons décider qui va monter là-bas en haut. Si vous voulez, faites ce que vous allez faire. Nous, on va voter celui que notre cœur va, celui qu'on va juger. Et moi, il y a un adage chez nous qui dit mieux vaut le démon que je connais depuis que le nouveau ange que je viens de connaître. Tous ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Bonne soirée à vous tous. Rapidement, il faut qu'on passe également la parole à M. Biloa ici à Yaoundé. Oui, le père Biloa pourra me donner même son temps. C'est mon ami. Bon. Ce que je veux dire, c'est que vous venez d'entendre le discours de M. Kounié. Il est fondé sur la mobilisation des hommes pour sécuriser. Les données nous montrent que vous n'avez pas ces hommes. C'est ça le débat. Tout ce que vous dites, mon frère Kounié, tout ce que les gens du MRC disent, nous allons, nous devons, nous allons. Quand on vous écoute, il vous faut les hommes. Il vous faut ces hommes-là. Il vous faut des représentants dans les bureaux de vote dans les 20 000, dans les 2000 casernes, les 2000 bureaux de vote qu'il y a dans les casernes là. Quel genre de personnes il vous faut là-bas? Il vous faut des gens qui sont capables en situation de tentative de fraude de se transformer en candidat lui-même. Ils doivent donc être remplis de la conviction militante. Ils doivent être capables de connaître la loi qui est leur outil principal, susceptible d'opposer à tous les potentiels fraudeurs la loi. Dire à un colonel militaire, pardon, autant pour moi, à un sergent, à un colonel, à un commandant, qui veut venir jouer les zélés le jour du vote, que monsieur, voici ce que dit la loi. Il n'a aucun autre outil. Il ne va pas utiliser la force physique. Il est dans une caserne. La seule chose qu'il peut utiliser, c'est la loi. Il faut donc avoir ce monsieur bien formé comme ça. L'analyse des faits passés montre que vous ne les avez pas. Chacun vient, c'est-à-dire que nous sommes en face d'un entêtement stérile. La campagne électorale n'est pas, mon frère Serge, petit frère, la campagne électorale n'est pas un moment de manipulation des consciences. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Convaincre quelqu'un, ce n'est pas manipuler sa conscience. Convaincre quelqu'un, c'est lui présenter les choses telles qu'il adhère. C'est ça, convaincre quelqu'un. Ce n'est pas lui donner une illusion. Donc l'enthousiasme ne convainc pas. Ce qui convainc, c'est l'organisation. Comment on s'organise? Quand Sambaka dit que la situation du Cameroun ne peut pas être confiée à un seul individu, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'une conjugaison des énergies de l'opposition doit avoir lieu à l'effet de pouvoir ensemble sortir le Cameroun de sa situation actuelle. Pourquoi chaque parti politique vient nous dire que lui, il peut faire ces choses-là seul? Quand nous voyons que personne ne peut faire ces choses-là seul, est-ce que vous tenez compte de ce que nous, on voit? Nous voyons ceci. Voici ce que nous voyons. L'élection présidentielle de 2011, 7 521 651 inscrits. Il y a eu 4 951 434 personnes seulement qui ont voté. C'est-à-dire que 2 570 217 ont refusé de venir voter. Ils étaient 34,17%. Aucun parti de l'opposition n'a eu 34%. On n'est pas en 2011. J'ai compris. C'est pour ça que vous pouvez fonder vos espoirs sur du péremptoire.
Serge Espoir disait tout à l'heure que les pays sont évolutifs. Oui, le Libéria a évolué jusqu'à l'approche de la disparition. L'évolution n'est pas forcément positive. D'accord? Donc, si vous évoluez n'importe comment, vous pouvez plutôt reculer. Il ne faut donc pas faire une campagne sur l'idée que 2011 était mauvais, 2018 sera bon, simplement parce que vous le proclamez. 2018 peut être plus pire. La situation des partis politiques, partis de 92 à aujourd'hui, nous montre que leur force regresse sans arrêt. C'est des évolutions, mais négatives. Vous ne nous avez pas apporté la preuve que depuis 92, premières élections, vous avez augmenté. L'UNDP a commencé, c'est toi qui le disais, et à juste titre, avec 68 députés. Et elle est passée à 5. Le SDF a commencé avec 48. Il a évolué, il est à 18. Mon frère Gwet Jean Blaise, qui est réaliste, qui vous a dit, lui, c'est que ça vaut pour la peine, il ne peut pas gagner. Mais il a quand même déposé sa candidature. Et je dis, l'histoire, rappelons-nous de l'histoire, monsieur et Espoir Matomba. L'histoire, c'est que en 1989-90, avec le vent de l'Est, il y a eu des modifications, il y a eu des changements des gouvernements, il y a des conférences nationales, etc. Deux cas m'interpellent. Il y a Madagascar. Il s'est sorti un monsieur, Zafi, qui est venu, qui a gagné les élections. Il a été battu par la suite par Rachirak, qui est revenu 5 ans après. Je prends le deuxième cas sur le Bénin. Le Kérékou, dictateur, tout, on l'a mis de côté. Et Nissofo Soglo est arrivé. 5 ans après, Nissofo Soglo a été battu à plat de couture par Kérékou. Je vous assure. Je pense que, sérieusement, ce qui est important, c'est de savoir que demain, les Camerounais veulent être des citoyens partie prenante. Les choses vont se faire à partir des communes. Ce n'est pas au chef de l'État ou de créer des emplois. Ce n'est pas possible, ça. Les choses vont se faire à partir des communes, à partir des régions. Le pouvoir central va faire ce qu'il a à faire. Mais de grâce, il faut qu'on sache où on va. Et il faut qu'on se retrouve dans des situations donc, telles que les coalitions puissent se faire, que l'entente puisse se faire sur la base, n'est-ce pas, d'une prestation de serment. Parce que par le passé, on a eu quelques difficultés. Moi, je peux vous dire, par exemple, le pacte républicain n'a pas prospéré. Le pacte républicain n'a pas prospéré parce que certains signataires des pactes républicains se sont retrouvés le lendemain en dehors de ces pactes républicains. Et il y a, par exemple, Jean de Dieu, Momo avait signé le pacte républicain. Mais à un moment, on a vu, il est sorti de là, à un moment, machin. Donc, il y a un minimum d'honnêteté qu'on doit pouvoir mettre quand on travaille ensemble. Hein? On ne peut pas travailler ensemble pour s'entre-déchirer, pour se détruire. Vous comprenez? Donc, moi, je ne me sens pas à l'aise dans ce jeu-là. Je veux qu'on se retrouve sur la base des projets, sur la base des choses qui sont claires, qui peuvent faire avancer tout le monde. Mais si c'est pour quitte pour que je prenne ta place, ou alors tu es vieux, moi je suis jeune, non, Espoir Matomba, Cabral Libi, tous sont mes enfants. Avec qui je m'entends très bien, avec qui je travaille. Vous comprenez? Oui. Donc moi, c'est ça qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est de fédérer nos énergies, fédérer nos forces, avoir un objectif commun. Parce que si on n'a pas un objectif commun, on ne fait rien ensemble. Oui. Hein? Mais s'entendre sur les institutions, s'entendre sur ce qu'on doit faire, et nous permettre de nous retirer de cette scène politique. Merci beaucoup Sambaka. On va donc prendre la deuxième vague d'appels. Ensuite, on reviendra pour sortir de cette thématique on fera dans le tour de table. Vainqueur avant même que les élections soient déjà proclamées ou bien ce soit déjà passé. Donc, qu'ils sachent que les élections, on ne les gagne pas comme ils sont en train de faire avec la violence. Parce que tout ce qu'ils disent, c'est toujours dans la violence, tout ce qu'ils sont en train de faire. Même leurs gestes le prouvent et même leurs paroles. Donc qu'ils sachent que les Camerounais ne sont pas dupes. Les Camerounais sont sages et qu'ils nous donnent un bon programme et on les votera. Mais sinon, si c'est la violence, qu'ils mettent leurs enfants en avant
et leurs femmes et leurs familles. Et c'est eux qui pourront mourir à leur place. Donc, le Camerounais n'est pas prêt. Comme moi, je suis mère d'enfants. J'appelle depuis Douala Lisa. Donc, je ne peux pas envoyer mes enfants dans la rue à cause d'eux. Nous voulons un Cameroun libre, un Cameroun en paix et un Cameroun uni. Et nous voulons qu'il nous propose, donne des bonnes propositions. C'est Lisa depuis Douala. À vous, Madame Lisa, depuis Douala. Maintenant, j'ai une inquiétude parce que quand j'écoute les panélistes depuis un certain temps, j'ai peur pour le Cameroun. Sincèrement, j'ai peur pour le Cameroun parce que c'est le même scénario qui se passe, n'est-ce pas, au niveau, qui s'est passé au niveau de la Côte d'Ivoire, où les blés goudés, je ne sais pas, tout le monde est venu sur le plateau et ils sont arrogants, surtout ceux qui représentent le parti au pouvoir. Et je n'aimerais pas que ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire arrive à votre beau pays, le Cameroun. Parce que j'ai eu la chance d'aller au Cameroun, j'ai eu la chance de côtoyer plein de Camerounais, j'ai même des amis camerounais ici, et je n'aimerais pas que ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire après les élections arrive au Cameroun. Merci. Nous vous remercions, cher monsieur. Merci beaucoup. Un autre téléspectateur, allô? Bonsoir, Afrique Média. Bon, je voulais juste poser une question au monsieur de MRC. Je le suivais depuis, mais dans ses propos-là, il est toujours menaçant. Dans ses propos, il est toujours menaçant. Certaines fois, il le dit clairement, certaines fois, il le dit caché. Il a l'impression que après les élections, c'est lui qui va gagner. Et il est convaincu qu'il gagnera. Mais ce genre de comportement avant l'élection ne nous rassure pas. Moi, je ne suis pas au Cameroun, je suis au Togo. Mais son comportement-là me fait peur. Parce que, en voyant la situation du Cameroun aujourd'hui, on n'a pas besoin de ces propos-là. Au lieu d'encourager les gens à aller voter là où il y a les bureaux de vote, il décourage les gens. Les gens doivent aller dans les casernes pour voter et rester là pour suivre les votes. Et si après, les militaires les faire sortir, ils auront des arguments à la présence. Les gens sont là-bas. Bon, les gens qui vont aller voter là-bas doivent sécuriser le vote. C'est la loi qui le dit. Et après, ils vont rester là-bas pour voir les dépouillements. Maintenant, s'il arrive que on les fait sortir, on ferme la porte, ils auront des preuves, des arguments pour parler après. Ok? Donc, j'ai envoyé un message. Demandez-moi à ces messieurs-là, s'il arrive à la veille ou bien à la fin des élections, l'opposition perde, ils feront comment pour revendiquer leur victoire, qui soit disant leur victoire? Ils feront comment? Parce qu'on ne veut pas qu'en Afrique, on nous incite, nous les jeunes, à aller dans la rue pour affronter l'armée. On ne veut plus. C'est ça le problème. On ne veut plus envoyer. Je ne veux pas que les politiciens nous manipulent, nous envoient dans la rue pour qu'on nous fasse tuer. Il y a beaucoup de jeunes qui sont morts déjà comme ça. Ceux qui sont déjà morts dans la Méditerranée sont bons comme ça. C'est bon comme ça. On veut passer dans les choses là. Donc, posez-leur la question là. Ils feront comment pour revendiquer ce qu'ils appellent leur victoire? Parce que moi, depuis que je les suivais, ils ne disent rien de rassurant pour que moi je peux voter pour eux. Ils ne disent rien. Si je suis Camerounais, je peux voter pour eux. Donc, ils n'ont qu'à me dire comment ils vont faire s'ils perdent ces élections. Parce que le présage dit qu'ils vont perdre l'élection. Ils n'ont pas d'argument précis. Ils jouent des jeux de cache-cache. Chacun se cache derrière quelque chose. Merci Afrique Média. Allô, bonsoir. Bonjour et bon dimanche à tous les spectateurs de Afrique Média. J'ai suivi avec beaucoup d'attention le chargé de communication du MRC qui se targue, n'est-ce pas, que son président avait conseillé au Cameroun de ne pas signer les accords APE et que le franc CFA, il est clair aussi par rapport à sa position sur le franc CFA. Et je tiens à lui rappeler que apparemment le MRC a l'art, n'est-ce pas, de récupérer, n'est-ce pas, les idées des autres.
Je me rappelle personnellement que j'ai fait une publication par rapport à ça au moment où on devait signer les APE, où je conseillais aux présidents, aux pays africains, de ne pas signer les accords APE parce que c'était la mort des PME et que s'il fallait même qu'on le signe, il fallait qu'on y ait des préalables, c'est-à-dire qu'on enlève les quotas, que le Cameroun, que les pays africains aient leur société de certification et tout et tout. Alors, je ne comprends pas comment est-ce que de jour au lendemain, M. Kamto peut se targuer, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, le père, n'est-ce pas, de celui qui est targué d'être celui qui a conseillé au président africain de ne pas signer les accords APE. Et pour rafraîchir une fois de plus la mémoire de son interlocuteur, de son conseiller en communication, lors d'un passage en Allemagne, M. Kamto lui-même avait confirmé que le franc CFA était bien pour l'Afrique. Alors, je ne comprends pas comment est-ce que du jour au lendemain, il y a un revirement à 390 degrés et aujourd'hui, M. Kamto est celui qui va nous faire sortir du franc CFA. Alors, M. Kamto a travaillé pendant 7 ans au gouvernement camerounais. M. Kamto est un transfuge du RDPC. M. Kamto n'a jamais démissionné du RDPC. Il fut informé 3 jours avant la publication du nouveau gouvernement qu'il n'était plus dans le prochain gouvernement. M. Kamto a démissionné par anticipation pour une question d'orgueil. Alors il ne faudrait pas que M. Kamto vienne nous rappeler aujourd'hui qu'il est le sauveur, il est le Messie que Dieu a envoyé. Ça, nous ne le croyons pas. Alors, si M. Kamto avait un peu d'égard pour le peuple camerounais, il ne serait pas allé aux élections. Il ne serait pas allé, n'est-ce pas, légitimer l'imposture qui se prépare au Cameroun le 7 octobre 2018. M. Kamto, le reste, sont en train de légitimer, n'est-ce pas, l'imposture. Parce que s'il y avait personne pour participer aux élections, cette élection sera nulle et non avenue. Alors, il ne faut pas que M. Kamto nous fasse croire qu'il est devenu subitement le sauveur, le Messie que nous attendions. Non. L'épouse de Mme Kamto est membre du RDPC. Elle est responsable au ministère des Affaires étrangères. Alors, comment expliquer que le jour au lendemain, M. Kamto, qui vient d'avoir un contrat de 14 milliards pour refaire le code constitutionnel du Cameroun, nous rappelle que non, ce n'était pas lui, c'est son cabinet. Ben allô, attention, nous ne sommes pas des idiots. J'espère que le peuple camerounais sera vigilant pour savoir, n'est-ce pas, trier dans les mauvais grains. Et, n'est-ce pas, et ben, aujourd'hui, tout ce quand vous regardez, n'est-ce pas, le paysage socio-économique politique du Cameroun, ben, je suis d'accord avec les autres qui pensent que le meilleur, c'est pour le bien. Je vous en prie. Et bon dimanche. On va rapidement faire le tour de table donc pour sortir de cette thématique qui concerne la présidentielle du côté du Cameroun. Rapidement, on va dire en 3-4 minutes, s'il vous plaît, chers invités, un mot de fin. Peut-être je vais commencer par vous. Monsieur Elimbi Lobé, par vous. Je voudrais, comme nous sommes en train de sortir, dire à certains de vos téléspectateurs, leur lire ce petit morceau choisi, parce que je savais qu'on allait en parler, où le président Biya parle lui-même dans son discours du 31 décembre 2013. Il dit: serions-nous incapables de faire ce que d'autres pays comparables aux nôtres ont fait ou sont en train de faire? C'est à mes frères de l'opposition que je le demande. C'est vrai que nous sommes incapables de faire ce que la Gambie a fait. Nous sommes si incapables de faire ce que le Sénégal a fait pour imprimer à notre pays une évolution qui va faire advenir un nouvel ordre politique. Le président répond. Il répond. Il dit: je ne le crois pas. Nous avons des hommes, des femmes, des jeunes talentueux, ingénieux, bien formés, entreprenants, capables de relever des défis
Il faut que les gens du RDPC le sachent. Que c'est leur propre président qui a dit qu'il y a des gens formés, capables de relever le défi. Oui. Mais c'est eux qui font en sorte que, dans leur système de valeurs, ils veulent nous demander de réélire quelqu'un qui a fait déjà 36 ans au pouvoir, 50 ans de haute fonction publique, qui est fort âgé, qui devait aspirer à faire valoir ses droits à la retraite et s'est reposé. Et on s'occupe de lui. Mais quand j'ai fini de dire ça, le président qui nous connaît tous, c'est le plus vieux fonctionnaire en fonction. Nous sommes tous nés sous lui, pour beaucoup d'entre nous. Il nous connaît, il connaît le peuple. Il faut que nous tirions des leçons de ce qu'il dit. Même si lui qui parle, nous on ne l'aime pas, mais tout ce qu'il dit n'est pas toujours mauvais et faux. Il dit, nous sommes un peuple d'individualistes, plus préoccupés de réussite personnelle que de l'intérêt général. Je demande à mes frères de l'opposition, c'est de nous que vous parlez?